Compte rendu 1. 5 mars. Le docteur Strauss dit que je devrais écrire ce que je pense et tout ce qui m'arrive à partir de maintenant. Je sais pas pourquoi, mais il dit que c'est important pour qu'ils voient s'ils peuvent m'utiliser. J'espère qu'ils m'utiliseront. Mademoiselle Kinyan dit qu'ils peuvent peut-être me rendre intelligent. Je veux être intelligent. Mon nom, c'est Charlie Gordon. J'ai 37 ans, et il y a 2 semaines, c'était mon anniversaire. J'ai rien de plus à écrire maintenant, et je vais arrêter pour aujourd'hui. Compte rendu 2. 6 mars. J'ai passé un test aujourd'hui. Je crois que je l'ai raté. Et je pense que maintenant, ils vont peut-être pas m'utiliser. Le test, c'était un gentil garçon dans la pièce et il avait des cartes blanches avec plein de taches d'encre dessus. Il disait « Charlie, qu'est-ce que tu vois sur cette carte ?» J'avais la frousse, même si j'avais ma patte de lapin dans ma poche parce que, quand j'étais un enfant, j'ai toujours raté les tests à l'école. Et je renversais de l'encre aussi. Je lui ai dit que je voyais une tache d'encre. Il a dit oui, et ça m'a rassuré. Je pensais que c'était tout, mais quand je me suis levé pour partir, il m'a arrêté. Il a dit « Maintenant, assis-toi, Charlie. On n'a pas fini. » Après, je me souviens pas bien, mais il voulait que je dise ce qu'il y avait dans l'encre. Je voyais rien dans l'encre, mais il a dit qu'il y avait des dessins, et que d'autres gens y voyaient des dessins. Et je pouvais voir aucun dessin. J'ai vraiment essayé d'en voir. Je tenais la carte d'abord tout près, et puis tout loin. Alors j'ai dit, si j'avais mes lunettes, je verrais mieux. Parce que d'habitude, je porte mes lunettes que pour les films ou pour la télé, mais j'ai dit qu'elles étaient dans le placard dans l'entrée. Après, je les ai mises. Alors j'ai dit, faites-moi voir encore ces cartes. Je parie que je vais trouver maintenant. J'ai essayé très fort. Mais je pouvais toujours pas trouver les dessins. Je voyais que l'encre. Je lui ai dit, peut-être que j'ai besoin de nouvelles lunettes. Il a écrit quelque chose sur un papier et j'ai eu peur d'avoir raté le test. Je lui ai dit que c'était une très jolie tache avec des petits points tout autour des bords. Et il a eu l'air triste, alors c'était pas ça. J'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi essayer encore. J'y arriverai dans quelques minutes parce que des fois je suis plutôt lent. Je suis aussi un lecteur lent dans la classe de Mademoiselle Kinyan pour adultes lents, mais je fais beaucoup d'efforts. Il m'a donné une chance avec une autre carte qui avait 2 sortes d'encre dessus, du rouge et du bleu. Il était très gentil et il parlait lentement, comme Mademoiselle Kinyan. Et il m'a expliqué que c'était un test de Rorschach. Il a dit que les gens voyaient des choses dans l'encre. Et j'ai dit, montrez-moi où ça. Il m'a dit de penser. J'ai dit que je pensais à une tache d'encre, mais c'était pas ça non plus. Il a dit, ça vous rappelle quoi? Il faut imaginer quelque chose. J'ai fermé les yeux longtemps et j'ai fait semblant. Et je lui ai dit que j'imaginais un stylo avec l'encre qui coule partout sur la nappe. Alors, il s'est levé et il est parti. Je crois pas que j'ai réussi le test de Rorschach. Compte rendu 3. 7 mars. Le docteur Strauss et le docteur Nemur disent que c'est pas grave pour les taches. Je leur ai dit que c'était pas moi qui a renversé l'encre sur les cartes et que je pouvais rien voir dans l'encre. Ils ont dit que peut-être ils m'utiliseraient quand même. J'ai dit, Mademoiselle Kinyan m'a jamais donné des tests comme ça. Elle me fait seulement lire et écrire. Ils ont dit que Mademoiselle Kinyan, elle a raconté que j'étais son meilleur élève au cours du soir pour adultes parce que je faisais le plus d'efforts et je voulais vraiment apprendre. Ils ont dit, comment ça se fait que tu viens tout seul au cours du soir, Charlie? Comment tu l'as trouvé? Et j'ai dit que j'avais demandé à des gens. Et quelqu'un m'a dit
où je devrais aller pour apprendre à lire et à écrire comme il faut. Ils ont demandé pourquoi. J'ai dit, parce que toute ma vie, j'ai voulu être intelligent et pas idiot. Mais c'est drôlement difficile d'être intelligent. Ils ont dit, tu sais que ça sera sûrement temporaire. J'ai dit oui. Mademoiselle Kinyan me l'a dit, c'est pas grave si ça fait mal. Après, j'ai encore eu des drôles de tests. La gentille dame qui me les a fait passer me dit le nom et j'ai demandé comment ça s'appelle pour que je le mette dans mon compte-rendu. Test d'aperception thématique. Je connais pas les 2 derniers mots, mais test, je sais ce que ça veut dire. Il faut le réussir, sinon on a des mauvais points. Ce test avait l'air facile parce que je pouvais voir les images. Mais cette fois, elle me demandait pas de lui raconter les images. Ça m'a tout embrouillé. J'ai dit que le monsieur Dia voulait que je raconte ce que je voyais dans l'encre. Mais elle a dit ça fait rien. Elle a dit qu'il faut inventer des histoires sur les gens dans les images. Je lui ai dit comment on peut inventer des histoires sur des gens qu'on connaît pas. J'ai dit pourquoi je devrais dire des mensonges. Je dis jamais plus de mensonges parce que je me fais toujours attraper. Elle m'a dit que ce test et l'autre test de Rorschach, c'était pour avoir la personnalité. J'ai bien rigolé. J'ai dit comment vous pouvez l'avoir avec des taches d'encre et des photos. Elle s'est fâchée. Elle a ôté les images. Ça m'est égal. C'était idiot. Je crois que j'ai raté ce test aussi. Après, des hommes en blouse blanche m'ont emmené dans une autre partie de l'hôpital et m'ont donné un jeu. C'était comme une course avec une souris blanche. Ils appelaient la souris Algernon. Algernon était dans une petite boîte avec un tas de tournants et de virages qui faisaient comme des murs et ils m'ont donné un crayon et du papier avec des lignes et des tas de cases. D'un côté, il y avait écrit « départ » et de l'autre « arrivée ». Ils ont dit que c'était un labyrinthe et que Algernon et moi, on avait le même labyrinthe à faire. Je voyais pas comment on pouvait avoir le même labyrinthe parce que Algernon, il avait une boîte et moi j'avais un papier, mais j'ai rien dit. Bon, de toute façon, j'avais pas le temps parce que la course commençait. Un des hommes avait une montre et il a essayé de la cacher pour que je la voie pas. Alors j'ai essayé de pas regarder et ça m'a rendu nerveux. En tout cas, ce test, c'était pire que les autres parce qu'ils l'ont fait 10 fois et avec des labyrinthes différents. Et Algernon a gagné à chaque fois. Mais je savais pas que les souris blanches étaient si intelligentes. C'est peut-être parce que Algernon est une souris blanche. Peut-être que les souris blanches sont plus intelligentes que les autres. 8 mars. Ils vont m'utiliser. Je suis si excité que j'ai du mal à écrire. Le docteur Nemur et le docteur Strauss se sont d'abord fâchés. Le docteur Nemur était dans son bureau quand le docteur Strauss m'a amené. Le docteur Nemur ne voulait pas trop m'utiliser, mais le docteur Strauss lui a dit que mademoiselle Kinyan m'avait recommandé parce que j'étais le meilleur de tous ses élèves. J'aime bien mademoiselle Kinyan parce qu'elle est très intelligente. Et elle m'a dit, Charlie, tu vas avoir une deuxième chance. Si tu es volontaire pour cette expérience, tu pourras devenir intelligent. Ils ne savent pas si ce sera permanent, mais c'est possible. C'est pour ça que j'ai dit d'accord, même si j'avais peur, parce qu'elle a dit qu'il y avait une opération. Elle a dit, n'aie pas peur, Charlie. Tu as fait tellement avec si peu que je crois que tu le mérites plus que n'importe qui. Après, j'ai eu peur quand le docteur Nemur et le docteur Strauss en ont parlé. Le docteur Strauss a dit que j'avais quelque chose de très bien
Il a dit que j'avais une bonne motivation. Je savais même pas que j'avais ça. J'ai été fier quand il a dit que tous les gens avec un QI de 68 n'avaient pas ça. Je sais pas ce que c'est ni où je l'ai eu, mais il a dit que Algernon l'avait aussi. La motivation d'Algernon, c'est le fromage qu'ils mettent dans la boîte. Mais c'est sûrement pour ça, parce que j'ai pas mangé du tout de fromage cette semaine. Après, il a dit au docteur Nemur quelque chose que j'ai pas compris. Alors, pendant qu'il parlait, j'ai noté certains des mots. Il a dit: Docteur Nemur, je sais que Charlie n'est pas ce que vous attendiez comme premier élément de votre nouvelle race de super-intellect. J'ai pas compris le mot. Mais la plupart des gens ayant un mental aussi bas sont hosties et peu copés. Ils sont d'ordinaire à pas et d'inabord difficiles. Il a bon caractère, il montre de l'intérêt et il est désireux de bien faire. Le docteur Nemur a dit: N'oubliez pas que ce sera le premier humain dont l'intelligence sera triplée par la chirurgie. Le docteur Strauss a dit: Justement, regardez comme il a bien appris à lire et écrire. Malgré son âge mental, c'est un exploit aussi remarquable que si nous apprenions tous les deux la théorie de la vitesse de Neustein sans aucune aide. Ça montre son intense motivation. C'est un exploit phénomène. Je propose qu'on utilise Charlie. J'ai peu saisi tous les mots, et il parlait trop vite, mais on aurait dit que le docteur Strauss était de mon côté et pas l'autre. Après, le docteur Nemur a dit: D'accord, vous avez peut-être raison. Nous utiliserons Charlie. Quand elle a dit ça, j'ai été si excité que j'ai sauté pour lui serrer la main pour le remercier. Je lui ai dit: Merci, docteur. Vous regretterez pas de m'avoir donné une deuxième chance. Et quand je lui ai dit ça, je le pensais vraiment. Après l'opération, je vais essayer d'être intelligent. Je vais vraiment essayer. Compte rendu 5. 10 mars. J'ai très peur. Des tas de gens qui travaillent ici sont venus m'apporter des bonbons et me souhaiter bonne chance. Les infirmières et les gens qui m'ont fait passer les tests. J'espère que j'aurai de la chance. J'ai pris ma patte de lapin et mon sous-porte-bonheur et mon fer à cheval. Seulement, il y a un chat noir qui a traversé devant moi pendant que je venais à l'hôpital. Le docteur Strauss a dit: Faut pas être superstitieux, Charlie, c'est de la science. En tout cas, je garde ma patte de lapin avec moi. J'ai demandé au docteur Strauss si je battrais Algernon à la course. Après l'opération, il a dit: Peut-être. Si l'opération réussit, je montrerai à cette souris que je peux être aussi intelligent qu'elle. Peut-être même plus. Après, je pourrais lire mieux et écrire les mots comme il faut et savoir des tas de choses et être comme les autres gens. Je veux être intelligent comme les autres. Si ça reste permanent, on pourra rendre tout le monde intelligent. On m'a rien donné à manger ce matin. Je vois pas pourquoi manger, ça empêcherait de devenir intelligent. J'ai très faim. Et le docteur Nemur m'a pris ma boîte de bonbons. Ce docteur Nemur, il arrête pas de râler. Le docteur Strauss dit qu'on me la rendra après l'opération. On ne doit pas manger avant une opération. Compte rendu 6, 15 mars. L'opération m'a pas fait mal. Il l'a faite pendant que je dormais. On m'a enlevé les bandages sur les yeux et sur la tête pour que je puisse écrire un compte-rendu. Le docteur Nemur a regardé les autres que j'avais fait. Et il dit que j'ai mal écrit compte
Il m'a dit aussi comment ça s'appelle, rendu. Je dois essayer de m'en rappeler. J'ai une très mauvaise mémoire pour l'orthographe. Le docteur Strauss dit que c'est bien d'écrire tout ce qui m'arrive, mais que je devrais plus raconter ce que je ressens et ce que je pense. Et quand j'ai dit que je savais pas comment faire pour penser, il m'a dit d'essayer. Pendant que j'avais les bandages sur les yeux, j'ai essayé de penser. Et c'est rien passé. Je sais pas à quoi penser. Peut-être que si je lui demande, il me dira comment je peux penser maintenant que je dois devenir intelligent. À quoi pensent les gens intelligents? À des choses intéressantes, je suppose. Je voudrais déjà connaître plein de choses intéressantes. Compte rendu 7. 19 mars. Il se passe rien. J'ai fait plein de tests et toutes sortes de courses avec Algernon. Je déteste cette souris. Elle me bat toujours. Le docteur Strauss dit que je dois quand même jouer. Il dit qu'un jour, je devrais refaire ces tests. Mais ces tâches d'encre sont idiotes. Et les images aussi. J'aime bien dessiner une image avec un homme et une femme, mais je veux pas dire de mensonges sur les gens. J'ai eu mal à la tête à force de penser autant. Je croyais que le docteur Strauss était mon ami, mais il m'aide pas. Il me dit pas à quoi penser ou quand je deviendrai intelligent. Mademoiselle Kinnan n'est pas venue me voir. Je crois aussi que c'est idiot d'écrire ces comptes rendus. Compte rendu 8. 23 mars. Je retourne travailler à l'usine. Ils ont dit que ça serait mieux si je retourne au travail, mais que je dois dire à personne pourquoi j'ai été opéré et que je dois aller à l'hôpital 1 heure tous les soirs après le travail. Ils vont me payer tous les mois pour apprendre à être intelligent. Je suis content de retourner au travail parce que mon boulot me manque. Et aussi tous mes copains, parce que on s'amuse bien là-bas. Le docteur Strauss dit que je devrais continuer à écrire des trucs, mais c'est pas obligé tous les jours. Seulement quand je pense à quelque chose, ou quand il se passe quelque chose de spécial. Il dit que je dois pas me décourager parce qu'il faut du temps et que c'est long. Il dit qu'il a fallu longtemps avec Algernon avant qu'il devienne 3 fois plus intelligent qu'avant. C'est pour ça qu'Algernon me bat à chaque fois, parce qu'il a eu la même opération. Ça me console. Je pourrais sûrement faire labyrinthe plus vite qu'une souris normale. Peut-être qu'un jour je battrai Algernon. Ça serait super. Pour l'instant, on dirait qu'Algernon pourrait rester intelligent permanent. 25 mars. J'ai plus besoin d'écrire compte rendu au début, mais seulement quand je le donne à lire au docteur Nemur 1 fois par semaine. J'ai juste à mettre la date. Ça gagne du temps. On s'est bien amusé à l'usine aujourd'hui. Joe Carp a dit « Regarde où Charlie a été opéré. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Charlie? Ils ont mis un peu de saveur dans ton crâne ?» J'allais lui dire, mais me suis rappelé que le docteur Strauss avait dit non. Alors Franck Reilly a dit « Qu'est-ce que t'as fait, Charlie? T'as oublié la clé et t'as ouvert la porte avec ta tête ?» Ça m'a fait rigoler. C'est vraiment des copains et ils m'aiment bien. Des fois, quelqu'un dit « Et regardez, Joe ou Franck ou Georges, il a vraiment fait son Charlie Gordon. » Je sais pas pourquoi ils disent ça, mais ils rigolent toujours. Ce matin, Amos Borg, le contremaître chez Donegan, a crié sur Ernie, le garçon de course, et l'a appelé par mon nom. Ernie avait perdu un paquet. Il a dit « Ernie, bon sang, t'essayes de faire ton Charlie Gordon ou quoi ?» Je comprends pas pourquoi il a dit ça. Moi, j'ai jamais perdu 2 paquets. 28 mars. Le docteur Strauss est venu dans ma chambre cette nuit pour voir pourquoi j'étais pas venu comme je devais le faire. Je lui ai dit que j'avais plus envie de faire la course avec Algernon.
Il a dit que j'étais plus obligé pour l'instant, mais que je devais venir quand même. Il avait un cadeau pour moi, mais c'était seulement pour me le prêter. J'ai cru que c'était une petite télévision, mais c'était pas ça. Il a dit que je devrais l'allumer avant d'aller me coucher. J'ai dit, vous rigolez? Pourquoi que je devrais l'allumer quand je vais dormir? On n'a jamais vu ça. Mais il a dit que je devais faire ce qu'il dit si je voulais devenir intelligent. J'ai dit que je pensais pas devenir intelligent. Mais il a posé sa main sur mon épaule et a dit, Charlie, tu le remarques pas encore, mais tu deviens de plus en plus intelligent. Tu le remarqueras pas avant un moment. Je crois qu'il essayait juste d'être gentil pour que je sois content, parce que j'ai pas l'air plus intelligent. Ah oui, j'ai failli oublier. Je lui ai demandé quand je pourrais retourner dans la classe de Mademoiselle Kinyan. Il a dit que j'irais plus là-bas. Il a dit que bientôt, c'est Mademoiselle Kinyan qui viendrait à l'hôpital pour me donner des cours particuliers. J'ai été fâché contre elle parce qu'elle n'était pas venue me voir après l'opération, mais je l'aime bien. Alors, peut-être qu'on sera encore des amis. 29 mars. Cette foutue télé m'empêchait de dormir toutes les nuits. Comment je peux dormir avec ce machin qui me braille toute la nuit des bêtises dans les oreilles? Et puis ces images idiotes. Oh là là. Je sais déjà pas ce que ça raconte quand je suis réveillé, alors comment je pourrais le savoir quand je dors? Le docteur Strauss dit que ça va. Il dit que mon cerveau apprend pendant que je dors et que ça m'aidera quand Mademoiselle Kinyan me donnera des leçons à l'hôpital. Seulement j'ai appris que c'est pas un hôpital, mais un laboratoire. Je crois que tout ça c'est idiot. Si on peut devenir intelligent quand on dort, alors pourquoi les gens vont à l'école? Je crois pas que ce truc marchera. D'habitude, je regarde tout le temps le programme de la nuit et le dernier programme à la télé, et ça m'a jamais rendu plus intelligent. Peut-être qu'il faut dormir quand on le regarde. Compte rendu 9. 3 avril. Le docteur Strauss m'a montré comment m'être moins fort. Et maintenant, je peux dormir. J'entends rien du tout. Et je comprends toujours pas ce que ça raconte. Des fois, je la fais marcher le matin, pour voir ce que j'ai appris, sans y penser, pendant que je dormais. Mademoiselle Kinyan dit que c'est peut-être une autre langue ou quelque chose comme ça. Mais en général, ça ressemble à de l'américain. Ça parle très vite et encore plus vite que Mademoiselle Gold, qui était mon professeur en 6e. Je me rappelle qu'elle parlait tellement vite que je pouvais pas la comprendre. J'ai demandé au docteur Strauss à quoi ça sert de devenir intelligent quand je dors. Je veux être intelligent quand je suis réveillé. Il dit que c'est la même chose, que j'ai 2 esprits. Il y a le subconscient et le conscient. C'est comme ça que c'est écrit. Et aucun dit à l'autre ce qu'il fait. Ils se parlent même pas entre eux. C'est pour ça que je rêve. Et bon sang, qu'est-ce que j'ai pu faire comme rêve bizarre. Oh là là, depuis que j'ai cette télé de nuit, le tout dernier programme. J'ai oublié de lui demander si c'était seulement moi ou si tout le monde avait 2 esprits. Je viens de chercher le mot dans le dictionnaire que le docteur Strauss m'a donné. Le mot est subconscient. Adj. Se rapporte aux opérations psychiques qui échappent à la conscience. Par exemple, un conflit subconscient de désir. Il y a d'autres explications, mais je comprends pas ce que ça veut dire. C'est pas un très bon dictionnaire pour des gens stupides comme moi.
De toute manière, j'ai mal à la tête depuis notre sortie. Mes copains de l'usine, Joe Carp et Frank Reilly, m'ont invité à aller boire un coup avec eux au Muxy Saloon. J'aime pas boire, mais ils ont dit qu'on rigolerait bien. Je me suis bien amusé. Joe Carp a dit que je devrais montrer aux filles comment je nettoie les toilettes à l'usine, et il m'a passé un balai. Je leur ai montré, tout le monde a rigolé quand je leur racontais que M. Donegan dit que je suis le meilleur gardien qu'elle a jamais eu, parce que j'aime mon boulot et que je le fais bien, et que je suis jamais en retard ou absent, sauf le jour de mon opération. J'ai raconté que Mademoiselle Kinyan dit toujours « Charlie, sois fier de ton travail parce que tu le fais bien. » Tout le monde a rigolé, on s'est bien amusé. Ils m'ont servi beaucoup à boire. Et Joe a dit « Charlie est tordant quand il est pompette. » Je sais pas ce que ça veut dire, mais tout le monde m'aime bien et on s'amuse beaucoup. Je suis impatient d'être intelligent, comme mes meilleurs amis, Joe Carp et Frank Reilly. Je me rappelle pas comment la fête a fini, mais je crois que j'ai été acheter un journal et du café pour Joe et Frank, et que quand je suis revenu, il n'y avait plus personne. Je les ai tous cherchés pendant longtemps. Après, je me rappelle pas trop, mais je crois que je me suis endormi, ou alors j'ai été malade. Un flic sympa m'a ramené à la maison. Enfin, c'est ce que m'a dit ma propriétaire, Madame Flynn. Mais j'ai mal au crâne. Et aussi une grosse bosse à la tête avec du noir et du bleu tout autour. Je pense que j'ai dû me casser la figure, mais Joe Carp dit que c'était le flic, parce que des fois ils battent les ivrognes. Moi je crois pas. Mademoiselle Kinyan dit que les flics sont là pour aider les gens. En tout cas, j'ai très mal à la tête et je me sens pas bien. Et j'ai mal partout. Je crois que je boirai plus. 6 avril. J'ai battu Algernon. Je savais même pas que je l'avais battu avant que Burt, le testeur, me le dise. La deuxième fois, j'ai perdu parce que j'étais si excité que je suis tombé de la chaise avant d'avoir fini. Mais après, je l'ai battu encore 8 fois. Je dois sûrement devenir intelligent pour pouvoir battre une souris aussi intelligente que Algernon. Pourtant, je me sens pas plus intelligent. Je voulais encore faire la course avec Algernon, mais Burt a dit que c'était suffisant pour une seule journée. Ils m'ont laissé prendre Algernon pendant 1 minute. Il est pas si méchant. Il est doux comme une boule de coton. Il cligne les yeux, et après, quand il les ouvre, ils sont noirs et roses sur les bords. J'ai demandé si je pouvais lui donner à manger parce que j'étais gêné de l'avoir battu, et je voulais être sympa et qu'on devienne des amis. Burt a dit non. Algernon est une souris très spéciale, qui a une opération comme la tienne, et il a été le premier de tous les animaux à rester intelligent aussi longtemps. Il m'a dit, Algernon est si intelligent que chaque jour, il doit réussir un test pour avoir à manger. C'est un machin comme une serrure sur une porte, et ça change chaque fois qu'Algernon entre pour manger. Et comme ça, il doit apprendre toujours quelque chose de nouveau pour avoir sa nourriture. Ça m'a fait de la peine parce que si il n'arrive pas à apprendre, il aura faim. Je trouve pas ça juste de vous faire passer un test pour manger. Et le docteur Nemur, ça lui plairait de devoir passer un test chaque fois qu'il veut manger? Je crois que je vais être copain avec Algernon. 9 avril. Ce soir, après le travail, Mademoiselle Kinyan est venue au laboratoire. Elle avait l'air contente de me voir, mais aussi d'avoir peur. Je lui ai dit, « Vous en faites pas, Mademoiselle Kinyan. Je ne suis pas encore intelligent. » Elle a rigolé. Elle a dit, « J'ai confiance en toi, Charlie. Après tous tes efforts pour lire et écrire mieux que tous les autres. Au pire, ça durera un petit moment et tu feras quelque chose pour la science. » Nous lisons un livre très difficile.
J'ai encore jamais lu un livre aussi difficile. Ça s'appelle Robinson Crusoe et ça parle d'un homme qui est abandonné sur une île déserte. Il est intelligent et il récupère plein de choses pour avoir une maison et à manger et il nage drôlement bien. Seulement c'est triste parce qu'il est tout seul et qu'il n'a pas d'amis. Mais je crois qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre sur l'île parce qu'il y a un dessin où il est avec un drôle de parapluie en train de regarder des empreintes de pieds. J'espère qu'il trouvera un ami et qu'il sera plus tout seul. 10 avril. Mademoiselle Quinian m'apprend à écrire mieux. Elle dit « regarde un mot et ferme les yeux et répète-le tout le temps jusqu'à ce que tu t'en souviennes. » J'ai beaucoup de mal avec chapeau parce qu'il faut mettre un X quand il y en a plusieurs et aussi avec photo et alphabet parce qu'on ne dit pas poteau et alphabet, on dit photo et alphabet. C'est comme ça que je l'écrivais avant de devenir intelligent. Je trouve que c'est pas clair, mais Mademoiselle Quinian dit qu'il n'y a pas de logique dans l'orthographe. Compte rendu 10. 14 avril. J'ai fini Robinson Crusoe. J'aimerais en savoir plus sur ce qui lui est arrivé après, mais Mademoiselle Quinian dit qu'il n'y a rien d'autre. Pourquoi? 15 avril. Mademoiselle Quinian dit que j'apprends vite. Elle a lu quelques-uns des comptes rendus et elle m'a regardé d'un drôle d'air. Elle dit que je suis quelqu'un de bien et que je vais étonner tout le monde. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit de ne pas m'en faire, mais que je ne devrais pas être triste si je découvre que tout le monde n'est pas aussi gentil que je le crois. Elle dit que pour quelqu'un à qui Dieu a si peu donné, je me débrouille mieux que des tas de gens qui ont un cerveau et qui l'utilisent jamais. J'ai dit que tous mes amis étaient à la fois intelligents et gentils. Ils m'aiment bien et ils ne m'ont jamais fait de méchanceté. Alors, elle a eu quelque chose dans l'œil et elle a dû courir aux toilettes. 16 avril. Aujourd'hui, j'ai appris la virgule. Ça, c'est une virgule, comme un point avec une queue. Mademoiselle Quinian dit que c'est important parce que ça fait mieux quand on écrit. Elle dit que quelqu'un peut perdre des tas d'argent si une virgule n'est pas à la bonne place. Moi, je n'ai pas d'argent. Je vois pas comment une virgule peut vous empêcher de le perdre. Mais elle dit que tout le monde utilise des virgules. Alors moi aussi, je vais en utiliser. 17 avril. J'ai mal utilisé les virgules. C'est la ponctuation. Mademoiselle Quinian m'a dit de chercher des mots longs dans le dictionnaire pour apprendre comment les écrire. J'ai dit, qu'est-ce que ça peut faire si on peut quand même les lire? Elle a dit, ça fait partie de notre éducation. Alors maintenant, je vais chercher tous les mots que je suis pas bien sûr de bien écrire. Ça prend longtemps d'écrire comme ça, mais je crois que comme ça, je m'en souviens. J'ai juste à regarder une fois et après, j'ai écrit le mot sans faute. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pu écrire le mot ponctuation comme il faut. C'est comme ça dans le dictionnaire. Mademoiselle Quinian dit que le point, c'est aussi un signe de ponctuation et qu'il y a des tas d'autres signes à apprendre. Je lui ai dit que je croyais que tous les points devaient avoir une queue, mais elle a dit que non. Il faut les mélanger. Elle m'a montré comment les mélanger, tous. Et maintenant, je peux mélanger toutes sortes de ponctuations dans ce que j'écris. Il y a des tas de règles à apprendre, mais je me les enfonce dans le crâne. Il y a une chose que j'aime bien, chère mademoiselle Quinian. C'est comme ça qu'on écrit dans une lettre commerciale, si jamais je fais du commerce. C'est qu'elle me donne toujours une raison quand je lui pose une question. Elle est géniale. J'aimerais bien devenir aussi intelligent qu'elle. La ponctuation, c'est marrant. 18 avril. Quel idiot je suis.
Je n'avais même pas compris de quoi il parlait. J'ai lu le livre de grammaire hier soir et tout est expliqué. Et puis j'ai vu que c'était comme ce que mademoiselle Kinnian essayait de me dire, mais je n'avais pas bien compris. Je me suis levé au milieu de la nuit et tout s'est mis en place dans mon esprit. Mademoiselle Kinnian dit que j'ai été bien aidé par la télé qui marche pendant que je dors. Elle dit que j'ai atteint un plateau. C'est comme le sommet plat d'une colline. Après avoir compris comment on place la ponctuation, j'ai relu tous mes anciens comptes rendus depuis le début. Mince, quelle orthographe et quelle ponctuation épouvantable. J'ai dit à mademoiselle Kinnian que je devrais tout revoir et corriger toutes les fautes. Mais elle a dit « Non, Charlie, le docteur Nemur les veut exactement comme ils sont. C'est pour ça qu'il t'a permis de les garder après les avoir fait photocopier, pour que tu constates tes propres progrès. Tu t'améliores très vite, Charlie. » Ça m'a rassuré. Après la leçon, je suis descendu jouer avec Algernon. On fait plus la course. 20 avril. Je me sens pas bien à l'intérieur. Pas malade comme pour aller chez le docteur, mais dans ma poitrine, ça sonne creux à la fois, comme si on m'avait frappé et que j'avais des brûlures d'estomac. Mais je voulais pas parler de ça, mais je crois qu'il le faut, parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est la toute première fois que je n'ai pas été travailler. Hier soir, Joe Carp et Frank Riley m'ont invité à une fête. Il y avait des tas de filles et quelques gars de l'usine. Je me souvenais comme j'avais été malade la dernière fois que j'avais trop bu. Alors j'ai dit à Joe que je voulais rien boire. Il m'a donné un simple Coca-Cola. Ça avait un drôle de goût, mais j'ai pensé que c'était parce que j'avais déjà un mauvais goût dans la bouche. On s'est bien amusé pendant un moment. Joe a dit que je devrais danser avec Hélène pour qu'elle m'apprenne les pas. Ah, je suis tombé plusieurs fois et je comprenais pas pourquoi, parce que personne ne dansait à part Hélène et moi. Et à chaque fois, je trébuchais parce que quelqu'un avançait le pied. Et puis, quand je me suis relevé, j'ai vu la tête de Joe. Et ça m'a fait une drôle de sensation au creux de l'estomac. Une des filles a dit « Il est vraiment tordant ». Tout le monde rigolait. Franck a dit « J'ai jamais autant ri depuis le soir où on l'a envoyé chercher le journal et on l'a largué chez Muxy. Regardez-le, il est tout rouge. Il rougit, Charlie rougit. Dis donc, Hélène, qu'est-ce que t'as fait à Charlie? Je l'ai encore jamais vu comme ça. » Et je savais pas quoi faire, ni où me tourner. Tout le monde me regardait en riant et j'avais l'impression d'être tout nu. J'aurais voulu me cacher. Je suis sorti en courant et j'ai vomi dans la rue. Puis je suis rentré à pied chez moi. Mais c'est bizarre que je me sois jamais aperçu que Joe et Frank et tous les autres voulaient seulement m'emmener avec eux pour se moquer de moi. Maintenant, je sais ce que ça signifie quand ils parlent de faire son Charlie Gordon. J'ai honte. Compte rendu 11. 21 avril. Je suis pas retourné à l'usine. J'ai dit à ma propriétaire, Madame Flynn, d'appeler Monsieur Donegan pour lui dire que j'étais malade. Madame Flynn me regarde très curieusement depuis quelque temps, comme si elle avait peur de moi. Alors je crois que c'est une bonne chose de m'être aperçu que tout le monde se moquait de moi. J'ai beaucoup réfléchi. C'est parce que je suis tellement bête que je m'aperçois même pas quand je fais une bêtise. Les gens trouvent ça drôle quand une personne idiote arrive pas à faire les choses comme eux. En tout cas, je sais maintenant que je deviens chaque jour plus intelligent. Je connais la ponctuation et je peux écrire sans trop de fautes. Et j'aime chercher tous les mots difficiles dans le dictionnaire et les apprendre. Je lis beaucoup maintenant. Et mademoiselle Kinnian dit que je lis très vite. Des fois, je comprends même ce que je lis et ça reste gravé dans mon esprit. Il y a des fois où je peux fermer les yeux et penser à une page et je la revois comme une photographie. En plus de l'histoire, de la géographie et de l'arithmétique, mademoiselle Kinnian dit que je devrais me mettre à apprendre quelques langues étrangères. Dr Strauss m'a donné plusieurs autres bandes magnétiques à faire passer pendant que je dors.
Je comprends toujours pas comment fonctionne cet esprit conscient et inconscient, mais le docteur Strauss dit que j'ai pas à m'inquiéter. Il m'a fait promettre de pas lire de livres de psychologie quand je commencerai à étudier les cours universitaires la semaine prochaine. En tout cas pas avant qu'il m'en donne l'autorisation. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Mais je crois que je suis encore un peu fâché de savoir que les gens se moquaient tout le temps de moi et me faisaient des farces parce que j'étais bête. Quand je serai aussi intelligent que le dit le docteur Strauss, avec 3 fois mon QI de 68, alors peut-être que je serai comme tout le monde, et que les gens m'aimeront bien et seront amicaux. Je suis pas sûr de savoir ce que c'est qu'un QI. Docteur Nemur a dit que c'était quelque chose qui mesure votre intelligence comme une balance au drugstore. Mais le docteur Strauss a eu une grande discussion avec lui et il dit que le QI ne pesait pas du tout l'intelligence. Il a dit qu'un QI indiquait jusqu'à quel point on pouvait devenir intelligent, comme les nombres sur un verre gradué. Il faut quand même remplir le verre avec quelque chose. Ensuite, quand j'ai demandé à Burt, celui qui me fait passer mes tests d'intelligence et qui s'occupe d'Algernon, il a dit qu'ils avaient tort tous les deux. Mais j'ai dû lui promettre de ne pas leur répéter qu'il avait dit ça. Burt affirme que le QI mesure un tas de choses différentes, y compris certaines choses qu'on a déjà apprises et qu'en fait, ça sert vraiment à rien. Bref, je sais toujours pas ce que c'est que le QI, sauf que le mien va bientôt dépasser 200. J'ai rien voulu dire, mais je vois pas comment, s'ils ne savent pas ce que c'est ni où cela se trouve, je vois pas comment ils peuvent savoir combien on en a. Le docteur Nemur a dit que je devais passer un test de Rorschach demain. Il me demande bien ce que c'est. 22 avril. J'ai trouvé ce que c'est qu'un Rorschach. C'est le test que j'avais passé avant l'opération. Celui avec les taches d'encre sur les cartons. C'est le même homme qui me l'a fait passer. J'avais affreusement peur de ces taches. Je savais qu'il allait me demander de trouver les images et que je n'en serais pas capable. Je me disais, si seulement il y avait un moyen de savoir quelles sortes d'images sont cachées là-dedans. Peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Ce n'est peut-être qu'un truc pour voir si je suis assez bête pour chercher quelque chose qui n'existe pas. Rien que d'y penser, ça me mettait en colère contre lui. « Très bien, Charlie, a-t-il dit. T'as déjà vu ces cartes, tu t'en souviens ?»« Bien sûr, oui. » De la façon dont je l'ai dit, il a vu que j'étais en colère. Il a eu l'air surpris. « Oui, bien sûr. Maintenant, j'aimerais que tu regardes celle-ci. Qu'est-ce que ça pourrait être? Que vois-tu sur cette carte? Les gens voient toutes sortes de choses dans cette tache d'encre. Dis-moi ce que ça pourrait représenter pour toi. À quoi ça te fait penser? » Et j'ai été stupéfait. Je m'attendais pas du tout à ceux qui disent ça. Que vous voulez dire qu'il n'y a pas d'image cachée dans ces taches? Il a froncé les sourcils et enlevé ses lunettes. Quoi? Des images cachées dans les taches d'encre. La dernière fois, vous m'avez dit que tout le monde pouvait les voir et vous avez voulu que je les trouve aussi. Il m'a expliqué que la dernière fois, il avait utilisé à peu près les mêmes mots. Je n'y croyais pas. Et je le soupçonne encore de m'avoir induit en erreur, rien que pour s'amuser. À moins que, je sais plus, est-ce que j'aurais pu être aussi faible d'esprit que ça? Nous avons regardé lentement les cartes. Sur l'une d'elles, on aurait dit 2 chauves-souris en train de tirer sur quelque chose. Sur une autre, ça ressemblait à 2 hommes qui se battaient avec des épées. J'ai imaginé toutes sortes de choses. Et je crois que je me suis laissé emporter par mon imagination. Mais je n'avais plus confiance en lui. J'ai tourné les cartes dans tous les sens, et même au dos pour voir s'il n'y avait pas quelque chose que j'étais censé découvrir. Pendant qu'il prenait des notes, j'ai regardé son papier du coin de l'œil pour le lire. Mais tout était en code. Et ça ressemblait à peu près à ça. WF plus A, D, D, F, AD, orige.wf, ASF, plus, obj. Ce test me semble toujours n'avoir aucun sens. À mon avis, n'importe qui pourra inventer des mensonges sur des choses qu'il ne voit pas vraiment. Comment pourrait-il savoir
que je ne me moque pas de lui en mentionnant des choses que j'ai pas réellement imaginées. Je comprendrai peut-être quand le docteur Strauss me laissera lire des livres de psychologie. 25 avril. J'ai imaginé une nouvelle façon de disposer les machines à l'usine. Et M. Donegan dit qu'il va gagner 10 000 $ par an avec l'économie de main-d'œuvre et l'augmentation de la production. Il m'a offert une prime de 25 $. Pour célébrer ça, je voulais payer un déjeuner à Joe Carp et à Frank Riley. Mais Joe a dit qu'il devait faire des achats pour sa femme et Frank a dit qu'il déjeunait avec un cousin. Je crois qu'il leur faudra un peu de temps pour s'habituer aux changements qui se produisent en moi. Tout le monde a l'air d'avoir peur de moi. Quand je me suis approché d'Amos Borg et que je lui ai tapé sur l'épaule, il a sursauté. Les gens ne me parlent plus beaucoup et ne me font plus de blagues comme avant. Du coup, je me sens un peu seul au travail. 27 avril. Aujourd'hui, j'ai eu assez de cran pour inviter mademoiselle Kinyan à dîner avec moi demain soir pour fêter ma prime. Au début, elle s'est demandé si c'était convenable. Mais j'ai interrogé le docteur Strauss, il a répondu qu'il était d'accord. Le docteur Strauss et le docteur Nemur ne semblent pas s'entendre très bien. Ils n'arrêtent pas de se disputer. Ce soir, quand je suis entré pour demander au docteur Strauss si je pouvais inviter mademoiselle Kinyan à dîner, je les ai entendus crier. Le docteur Nemur a dit que c'était son expérience et ses recherches, et le docteur Strauss lui a hurlé qu'il avait contribué autant que lui à l'expérience, parce que c'était lui qui m'avait découvert grâce à mademoiselle Kinyan et parce qu'il m'avait opéré. Le docteur Strauss disait qu'un jour, des milliers de neurochirurgiens pourraient utiliser sa technique dans le monde entier. Le docteur Nemur voulait publier les résultats de l'expérience à la fin du mois. Le docteur Strauss voulait attendre encore un peu plus pour être sûr. Le docteur Strauss disait que le docteur Nemur s'intéressait davantage à la chaire de psychologie de Princeton qu'à l'expérience. Le docteur Nemur a déclaré que le docteur Strauss n'était qu'un opportuniste cherchant à obtenir la gloire à ses dépens. Quand je suis parti, j'étais tout tremblant. Je ne savais pas juste pourquoi, mais c'était comme si je venais de les voir tous les deux clairement pour la première fois. Je me souviens d'avoir entendu Burt déclarer que le docteur Nemur était marié à une mégère, qui n'arrêtait pas de le harceler pour qu'il publie ses articles et devienne célèbre. Selon Burt, le rêve de cette femme était que son mari soit un grand ponte. Le docteur Strauss essayait-il réellement d'obtenir la gloire à ses dépens? 28 avril. Je ne comprends pas pourquoi j'avais encore jamais remarqué combien mademoiselle Kinyan est belle. Elle a des yeux marrons et des cheveux bruns et soyeux qui lui tombent sur la nuque. Elle n'a que 34 ans. Depuis le début, j'avais l'impression qu'elle était un génie inaccessible et très, très vieille. Maintenant, à chaque fois que je la vois, elle semble plus jeune et plus ravissante. Nous avons dîné ensemble et nous avons discuté un long moment. J'ai ri quand elle a affirmé que je faisais des progrès si rapides que je la dépasserais bientôt. C'est la vérité, Charlie. Tu es déjà un meilleur lecteur que moi. Tu peux saisir une page entière d'un seul coup d'œil alors que je ne peux lire que quelques lignes à la fois. Et tu te souviens en détail de tout ce que tu as lu. Moi, j'ai de la chance quand je peux me rappeler les idées principales et le sens général. Mais pourtant, je ne me sens pas particulièrement intelligent. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Elle a pris une cigarette et je la lui ai allumée. Il te faut un petit peu de patience. Tu as accompli en quelques jours et quelques semaines ce qui prend d'ordinaire la moitié d'une vie à des gens normaux. C'est ce qui rend cela si extraordinaire. Maintenant, tu es comme une éponge géante qui s'imbibe de choses, des faits, des chiffres, des connaissances générales. Et bientôt, tu vas commencer à faire le lien entre toutes ces choses. Tu découvriras les relations entre les différentes branches du savoir. Il y a de nombreux échelons, Charlie, comme les barreaux d'une échelle gigantesque qui t'amènent de plus en plus haut pour voir de plus en plus loin dans le monde qui t'entoure. Je ne peux en voir qu'une petite partie, Charlie, et je monterai pas beaucoup plus haut. Mais toi, tu continueras de grimper, de découvrir des territoires nouveaux dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Elle a froncé les sourcils.
J'espère, franchement, j'espère seulement que... Quoi? Ne fais pas attention, Charlie. Je souhaite surtout ne pas avoir eu tort de te conseiller cette voie. Je me suis mis à rire. Comment serait-ce possible? Ça a marché, non? Même Algernon est encore intelligent. Pendant un moment, nous sommes restés assis en silence. Et je savais à quoi elle pensait en me regardant jouer avec la chaîne de ma patte de lapin et mes clés. Je ne voulais pas davantage penser à cette éventualité que les gens âgés ne veulent penser à la mort. Je savais que ce n'était que le commencement. Je savais ce qu'elle voulait dire à propos des échelons parce que j'en avais déjà monté quelques-uns. L'idée de la laisser derrière moi m'attristait. Je suis amoureux de mademoiselle Kinyan. Compte rendu 12. 30 avril. J'ai quitté mon boulot à la compagnie de boîtes en plastique Donegan. Monsieur Donegan m'a bien fait comprendre qu'il valait mieux pour tout le monde que je m'en aille. Qu'ai-je fait pour qu'il me déteste autant? Je m'en suis aperçu pour la première fois quand Monsieur Donegan m'a montré la pétition. 840 noms. Tous ceux qui avaient un lien avec l'usine, à l'exception de Fanny Girden. En parcourant rapidement la liste, j'ai vu tout de suite que son nom était le seul qui manquait. Tous les autres réclamaient mon renvoi. Joe Carp et Frank Reilly n'ont pas voulu m'en parler. Personne d'autre non plus, à part Fanny. C'était l'une des rares personnes que je connaissais qui soit capable de se forger une idée et de s'y accrocher fermement, sans tenir compte de ce que le reste du monde pouvait faire, dire ou prouver. Et Fanny ne croyait pas que je devais être licencié. Elle s'était opposée à la pétition par principe, et elle avait tenu bon, en dépit de la pression et des menaces. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il y ait chez toi quelque chose de véritablement étrange, Charlie, a-t-elle précisé. Ces changements, je ne sais pas. Tu étais un gentil gars, ordinaire, digne de confiance, peut-être pas très futé, mais honnête. Qui sait comment tu t'y es pris pour devenir aussi malin d'un seul coup? Comme tout le monde le dit par ici, Charlie, ce n'est pas normal. Mais comment pouvez-vous dire ça, Fanny? En quoi un homme aurait-il tort de devenir intelligent, de vouloir acquérir des connaissances et de comprendre le monde qui l'entoure? Elle a baissé les yeux sur son travail, et je me suis retourné pour m'en aller. Sans me regarder, elle a dit « C'était mal quand Ève a écouté le serpent et a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. C'était mal quand elle a vu qu'elle était nue. Sans cela, aucun de nous n'aurait jamais à subir la vieillesse, la maladie ni la mort. Une fois encore, je me sens maintenant consumé par un sentiment de honte. Cette intelligence a creusé un fossé entre moi et tous les gens que je connaissais et que j'aimais autrefois. Avant, ils se moquaient de moi et me méprisaient à cause de mon ignorance et de ma stupidité. Maintenant, ils me détestent à cause de mes connaissances et de ma compréhension des choses. Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi? On m'a chassé de l'usine. Maintenant, je suis encore plus seul que jamais. 15 mai. Le docteur Strauss est très en colère contre moi parce que je n'ai écrit aucun compte-rendu depuis 2 semaines. C'est justifié car le labo me paie maintenant un salaire régulier. Je lui ai dit que j'étais trop occupé à réfléchir et à lire. Quand je lui ai fait remarquer que la rédaction manuelle était un processus trop lent et que ça m'énervait parce que j'avais une vilaine écriture, il m'a conseillé d'apprendre à taper à la machine. C'est beaucoup plus facile d'écrire maintenant que j'arrive à taper près de 75 mots à la minute. Le docteur Strauss ne cesse pas de me rappeler que je dois parler et écrire simplement pour que les gens puissent me comprendre. Je vais essayer de passer en revue tous les événements des dernières semaines. Algernon et moi avons été présentés devant l'Association des psychologues américains qui participait mardi dernier à un congrès de l'Association mondiale de psychologie. Je dois dire que nous avons fait sensation. Le docteur Nemur et le docteur Strauss étaient fiers de nous. Je soupçonne le docteur Nemur, qui a 60 ans, 10 ans de plus que le docteur Strauss, de tenir absolument à voir les résultats tangibles de ses travaux. De toute évidence, il y est incité par la pression de madame Nemur. Contrairement à la première impression que je m'étais faite de lui, je me rends compte que le docteur Nemur n'a rien d'un génie. Il a un esprit certes développé, mais il est continuellement en proie au doute. Il veut que les gens le prennent pour un génie. Il est donc important pour lui d'avoir le sentiment que son œuvre est acceptée par le monde entier. Selon moi, le docteur Nemur craignait un retard supplémentaire parce qu'il était inquiet à l'idée qu'un autre puisse faire une découverte comparable dans ce domaine
et lui en arrache tout le bénéfice. Par contre, le docteur Strauss pourrait être qualifié de génie, même si j'ai le sentiment que ses domaines de connaissances sont trop limités. Il a été élevé dans la tradition d'une étroite spécialisation. Même pour un neurochirurgien, il a beaucoup trop négligé les aspects plus larges d'une bonne culture générale. J'ai été vivement surpris d'apprendre que les seules langues anciennes qu'il puisse lire étaient le latin, le grec et l'hébreu, et qu'il connaissait presque rien des mathématiques au-delà des niveaux élémentaires du calcul des variations. Quand il me l'a avoué, j'en ai été presque gêné. C'était comme s'il m'avait caché cette partie de lui-même afin de me tromper, en prétendant être ce qu'il n'était pas, ce que font bien des gens, comme j'ai pu le découvrir. Je n'ai jamais connu personne qui soit vraiment ce qu'il veut laisser paraître. Le docteur Némur semble mal à l'aise en ma présence. Parfois, quand je tente de lui parler, il me regarde d'un air bizarre et se détourne. Au début, cela m'a fâché quand le docteur Strauss m'a dit que je donnais au docteur Némur un complexe d'infériorité. J'ai cru qu'il se moquait de moi, et je suis particulièrement sensible à la moquerie. Comment pouvais-je savoir qu'un psycho-expérimentaliste aussi réputé que Némur n'avait aucune connaissance de l'hindoustanie et du chinois ? C'est absurde quand on pense à tous les travaux qui sont justement réalisés actuellement en Inde et en Chine, dans sa spécialité. J'ai demandé au docteur Strauss comment Némur pouvait réfuter les attaques de Rajamati contre sa méthode et ses résultats, alors qu'il n'était même pas capable de les lire. L'étrange expression du docteur Strauss ne peut signifier que deux choses. Soit il ne veut pas révéler à Némur ce qu'on pense de ses travaux en Inde, soit, et ça m'inquiète, le docteur Strauss n'en sait rien non plus. Je dois prendre soin de parler et d'écrire clairement et simplement pour que les gens ne se moquent pas. 18 mai. Je suis très troublé. Hier soir, j'ai vu mademoiselle Kinyan pour la première fois depuis plus d'une semaine. Je me suis efforcé d'éviter toute discussion à propos de concepts intellectuels et de maintenir la conversation sur des banalités de tous les jours, mais elle s'est contentée de me dévisager et m'a demandé ce que j'entendais par l'équivalent d'une variance mathématique dans le 5e concerto de Dobermann. Quand j'ai tenté de le lui expliquer, elle m'a arrêté en riant. Je crois m'être mis en colère, mais j'imagine que je ne l'aborde pas de la manière adéquate. Quel que soit le sujet dont j'essaie de discuter avec elle, je ne parviens pas à communiquer. Je dois réviser les équations de Wrostad sur les échelons de la progression sémantique. Je m'aperçois que je n'arrive plus très bien à communiquer avec les gens. Heureusement que j'ai les livres, la musique et les sujets de méditation. La plupart du temps, je reste tout seul dans mon appartement de la pension de Madame Flynn, et je parle rarement à qui que ce soit. 20 mai. Sans l'incident de la vaisselle cassée, je n'aurais pas remarqué le nouveau plongeur du restaurant du coin où je vais dîner. Un garçon d'environ 16 ans. Les assiettes se sont fracassées sur le plancher en projetant des morceaux de faïence blanche sous les tables. Le garçon est resté là, ahuri et effaré, tenant toujours le plateau vide dans ses mains. Il semblait complètement déconcerté par les sifflets et les colibés des clients. Les cris comme « Et adieu les pourboires, Mazel Tov !» et celui-là, il n'a pas fait long feu ici, qui semblent suivre invariablement le bris de verre ou de vaisselle dans un restaurant. Quand le propriétaire est venu voir la cause de l'agitation, le garçon a baissé la tête, comme s'il s'attendait à être frappé, levant déjà les bras pour parer le coup. « Ça va, andouille !» a crié le propriétaire. « Ne reste pas planté là. Va chercher un balai pour nettoyer tout ce gâchis. »« Un balai, idiot. Il est dans la cuisine, ramasse tous les morceaux. » Et le garçon a compris qu'il ne serait pas puni. Son expression d'effroi s'est évanouie. Quand il est revenu avec le balai, il souriait en fredonnant. Quelques-uns des clients les plus bruyants ont continué de lui lancer des remarques pour s'amuser à ses dépens. « Dis donc, fiston, tu oublies un gros morceau là-bas derrière toi ? Allez, refais-nous le spectacle. Il est pas si bête, ce petit gars. C'est plus facile de les casser que de les laver. » Comme son regard vide d'expression errait sur la foule des spectateurs hilars, il se mit à leur rendre peu à peu leur sourire, et sa bouche dessina finalement une grimace mal assurée pour répondre à des plaisanteries qu'il ne comprenait visiblement pas. Mon cœur s'est serré quand j'ai regardé son large sourire hébété et ses yeux écarquillés et brillants d'enfant inquiet, mais désireux de plaire aux autres. On se moquait de lui parce qu'il était mentalement retardé. Et moi aussi, je m'étais moqué de lui. Brusquement, je me suis senti furieux contre moi-même et contre tous ceux qui le regardaient d'un air narquois. Je me suis levé en criant « Taisez-vous, fichez-lui la paix. Ce n'est pas sa faute s'il ne peut pas comprendre. S'il est comme ça, il n'y peut rien. Mais, bon Dieu, c'est quand même un être humain. » Le silence est retombé dans la salle. Je m'en suis aussitôt voulu d'avoir perdu mon sang-froid et fait de l'esclandre. J'ai tenté de ne pas regarder le garçon en réglant l'addition et en sortant sans avoir touché à mon repas. Je me sentais honteux, à la fois pour lui
et pour moi. Comme il est étrange que des gens sincères et sensibles, qui n'envisageraient même pas de se moquer d'un homme privé à la naissance de ses bras, de ses jambes ou de ses yeux, n'hésitent pas à se montrer cruels envers un faible d'esprit. J'étais furieux à l'idée que, peu de temps auparavant, j'avais joué le rôle du bouffon, à l'instar de ce garçon. Et je l'avais presque oublié. Je m'étais caché à moi-même l'image de l'ancien Charlie Gordon parce que, maintenant que j'étais intelligent, c'était un souvenir que je désirais chasser de mon esprit. Mais aujourd'hui, en regardant ce garçon, j'ai vu pour la première fois ce que j'avais été. Et j'avais été exactement comme lui. Je n'ai compris que depuis peu que les gens se moquaient de moi. Je constate maintenant que, sans en avoir conscience, je m'étais joint aux autres pour rire de moi-même. C'est cela qui est le plus douloureux. J'ai relu plus d'une fois mes comptes rendus. J'ai vu l'ignorance, la naïveté puérile et la faiblesse d'esprit de cet être misérable, enfermé dans le noir, qui regarde par le trou de la serrure pour capter un peu de l'éblouissante lumière du monde extérieur. Je vois que, même dans ma stupidité, je me rendais compte que j'étais inférieur et que les autres possédaient quelque chose dont j'étais dépourvu, quelque chose qui m'était refusé. Dans ma cécité mentale, je pensais qu'il s'agissait d'une chose ayant un rapport avec l'aptitude à lire et écrire, et j'étais certain que, si je pouvais acquérir ces capacités, j'obtiendrais automatiquement l'intelligence. Même un faible d'esprit aspire à être semblable aux autres. Un enfant peut ne pas savoir comment se nourrir ni ce qu'il faut manger, et pourtant il connaît la faim. J'avais donc été ainsi, sans jamais m'en douter. Même avec l'acuité intellectuelle que j'avais reçue, je ne m'en étais jamais vraiment rendu compte. Cette journée était salutaire pour moi. Ayant vu plus clairement le passé, j'ai décidé d'employer mes connaissances et mes facultés pour participer à l'élévation de l'intelligence humaine. Qui serait mieux préparé que moi pour cette tâche? Qui d'autre a vécu dans ces deux mondes? Ce sont mes semblables. Je dois utiliser mes talents pour leur venir en aide. Demain, je discuterai avec le docteur Strauss de la façon dont je peux travailler dans ce domaine. Je pourrais peut-être l'aider à résoudre les problèmes que pose l'application généralisée de la technique expérimentée sur moi. J'ai plusieurs bonnes idées personnelles. On pourrait faire tant de choses avec cette technique. Si on a pu faire de moi un génie, que ne pourrait-on faire avec des milliers d'autres qui me ressemblent? Quel niveau fantastique serait-on capable d'atteindre en appliquant cette technique à des gens normaux et à des génies? Il y a tant de portes à ouvrir. Je suis impatient de commencer. Compte rendu 13. 23 mai. Ça s'est passé aujourd'hui. Algernon m'a mordu. Je passais le voir au labo comme je le fais de temps à autre et il m'a mordu la main au moment où je le sortais de sa cage. Je l'ai remis en place et je l'ai observé un moment. Il avait l'air particulièrement perturbé et agressif. 24 mai. Burt, qui a la charge des animaux d'expérimentation, me dit qu'Algernon est en train de changer. Il est moins disposé à coopérer. Il refuse de parcourir le labyrinthe, sa motivation générale a diminué et il ne mange plus. Tout le monde s'interroge avec inquiétude sur ce que cela peut signifier. 25 mai. On a nourri Algernon qui refuse maintenant de résoudre le problème de la serrure. Toute l'équipe m'identifie à Algernon. Dans un certain sens, nous sommes les premiers du genre. Chacun d'eux prétend que le comportement d'Algernon n'est pas nécessairement significatif pour moi. Néanmoins, il est difficile de dissimuler le fait que certains des autres animaux utilisés dans cette expérience se comportent également d'une manière étrange. Le docteur Strauss et le docteur Nemur m'ont demandé de ne plus venir au labo. Je sais ce qu'ils pensent, mais je ne peux l'accepter. Je poursuis mes projets afin de pousser plus avant leurs recherches. Malgré tout le respect que je dois à ces deux excellents scientifiques, je me rends parfaitement compte de leurs limites. S'il existe une solution, c'est à moi de la trouver. Le temps est soudainement devenu très important pour moi. 29 mai. On m'a attribué un laboratoire personnel et on m'a autorisé à poursuivre mes recherches. Je tiens une piste. Je travaille jour et nuit. J'ai fait installer un lit de camp dans le labo. En général, j'écris surtout des notes que je conserve dans une chemise séparée, mais de temps en temps, j'éprouve le besoin de relater mes états d'âme et mes pensées, simplement par habitude. Je trouve que le calcul de l'intelligence est un sujet d'étude fascinant. C'est là que je pourrais appliquer toutes les connaissances que j'ai acquises. D'une certaine manière, c'est le problème auquel j'ai été confronté toute ma vie. 31 mai. Le docteur Strauss trouve que je travaille trop. Le docteur Nemur prétend que j'essaie de faire tenir en quelques semaines une vie entière de recherche et de réflexion. Je sais bien que je devrais me reposer, mais il y a en moi quelque chose qui m'entraîne et qui ne veut pas me laisser arrêter.
Il faut que je trouve la raison de la régression subite d'Algernon. Il faut que je sache si cela m'arrivera aussi, et quand. 4 juin. Lettre au docteur Strauss. Copie. Cher docteur Strauss, je vous envoie sous pli séparé un exemplaire de mon rapport intitulé « L'effet Algernon-Gordon, une étude de la structure et des fonctions de l'intelligence accrue ». Vous me feriez plaisir en le lisant et en le faisant publier. Comme vous pouvez le constater, mes expériences sont terminées. J'ai fait figurer dans mon rapport toutes mes formules ainsi qu'une analyse mathématique en annexe. Bien entendu, celles-ci devront être soumises à examen. Étant donné son importance pour vous et pour le docteur Némur, et pour moi, est-il besoin de le préciser, j'ai vérifié et revérifié mes résultats une douzaine de fois dans l'espoir de découvrir une erreur. Je regrette de dire que les résultats sont valables. Néanmoins, dans l'intérêt de la science, c'est avec gratitude que j'apporte ma petite contribution aux connaissances sur les fonctions de l'esprit humain et sur les lois qui régissent l'augmentation artificielle de l'intelligence. Je me rappelle vous avoir entendu dire un jour que l'échec d'une expérience ou la preuve de l'inexactitude d'une théorie était aussi important qu'un succès pour faire progresser la connaissance. Je sais maintenant que c'est vrai. Je regrette malgré tout que ma propre contribution à ce domaine doive s'appuyer sur les cendres des travaux de 2 hommes que je tiens en si haute estime. Salutations distinguées, Charles Gordon. Pièce jointe, rapport. 5 juin. Il ne faut pas que je me laisse émouvoir. Les faits et les résultats de mes expériences sont clairs et les aspects les plus sensationnels de ma rapide ascension ne peuvent dissimuler le fait que le triplement de l'intelligence, grâce à la technique chirurgicale mise au point par les docteurs Strauss et Némur, doit être considéré comme n'ayant peu ou pas d'application pratique, à l'heure actuelle, pour l'augmentation de l'intelligence humaine. En examinant les données et les enregistrements recueillis sur Algernon, je vois que, bien qu'il soit encore physiquement dans son enfance, il a mentalement régressé. Son activité motrice est dégradée. On relève une réduction générale de son activité glandulaire et une perte accélérée de sa coordination. On remarque également de fortes indications d'amnésie progressive. Comme on le verra à la lecture de mon rapport, ces effets et d'autres syndromes de détérioration physique et mentale peuvent être prédits avec des résultats statistiquement significatifs par l'application de ma formule. Le stimulus chirurgical auquel nous avons tous deux été soumis a entraîné une intensification et une accélération de tous les processus mentaux. Son évolution inattendue, que j'ai pris la liberté de nommer l'effet Algernon-Gordon, est l'extension logique de toute l'accélération de l'intelligence. L'hypothèse prouvée ici peut être exprimée simplement dans les termes suivants. L'intelligence artificiellement augmentée se dégrade selon un taux directement proportionnel à la valeur de l'augmentation. J'ai l'impression que ceci est en soi une importante découverte. Tant que je pourrai écrire, je continuerai de consigner mes pensées dans ces comptes rendus. C'est l'un de mes rares plaisirs. Cependant, d'après toutes les indications, ma propre dégradation mentale sera très rapide. J'ai déjà commencé à constater des signes notables d'instabilité émotionnelle ou de perte de mémoire. Premier symptôme de la régression. 10 juin. La dégradation continue. Je suis devenu distrait. Algernon est mort il y a 2 jours. La dissection a démontré la justesse de mes prévisions. Le poids de son cerveau avait diminué. J'imagine que la même chose est en train de m'arriver ou m'arrivera prochainement. Maintenant que c'est un fait acquis, je veux pas que ça arrive. J'ai placé le corps d'Algernon dans une boîte à fromage et je l'ai enterré dans le jardin. J'ai pleuré. 15 juin. Le docteur Strauss est revenu me voir. Je n'ai pas voulu lui ouvrir et je lui ai dit de s'en aller. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je suis devenu susceptible et irritable. Je sens que l'obscurité se referme sur moi. Il m'est difficile de repousser des idées de suicide. Je n'arrête pas de me dire combien ce journal introspectif sera important. C'est une étrange sensation de prendre un livre qu'on a lu et apprécié à peine quelques mois plus tôt et de découvrir qu'on ne s'en souvient pas. Je me rappelle en quelle estime je tenais John Milton. Mais quand j'ai pris Le Paradis perdu, je n'ai plus rien compris. Cela m'a mis dans une telle colère que j'ai jeté le livre à travers la pièce. Je dois absolument essayer de résister, de m'accrocher à certaines choses que j'ai apprises. Oh mon Dieu, ne me reprenez pas tout. 19 juin. Parfois la nuit, je me lève pour aller me promener. La nuit dernière, je parvenais plus à me rappeler où j'habitais. Un policier m'a ramené chez moi. Et j'ai l'étrange sensation
que tout cela m'est déjà arrivé avant, il y a très longtemps. Je cesse pas de me dire que je suis la seule personne au monde qui puisse décrire ce qui m'arrive. 21 juin. Pourquoi je ne peux pas me souvenir? Il faut que je lutte. Je reste au lit pendant des jours et je ne sais pas qui je suis, ni où je suis. Ensuite, tout me revient dans un éclair. Des accès d'amnésie, des symptômes de sénilité, la seconde enfance. Je les vois arriver. C'est d'une logique si cruelle. J'ai appris tant de choses, et si vite. Maintenant, mon esprit se détériore rapidement. Mais je ne permettrai pas que cela m'arrive. Je vais lutter. Je peux pas m'empêcher de repenser au garçon du restaurant, à son expression vide, à son sourire stupide, aux gens qui se moquaient de lui. Non, non, par pitié, que cela ne revienne pas. 22 juin. J'oublie des choses que j'ai apprises récemment. On dirait que ça suit le processus habituel. Les dernières choses apprises sont les premières oubliées. Est-ce bien le processus? Je ferais mieux de vérifier encore. J'ai relu mon exposé sur l'effet Algernon Gordon et j'ai l'étrange impression qu'il a été écrit par quelqu'un d'autre. Il y a des passages que je ne comprends même pas. Ah, l'activité motrice est atteinte. Je n'arrête pas de trébucher sur des choses et j'ai de plus en plus de mal à taper à la machine. 23 juin. J'ai complètement abandonné la machine à écrire. Ma coordination est mauvaise. Je sens que mes mouvements deviennent de plus en plus lents. J'ai eu un choc terrible aujourd'hui. J'ai pris la copie d'un article que j'ai utilisé dans mes recherches. Uber Physique Constate de Kruger. Pour voir si ça m'aiderait à comprendre ce que j'avais fait. J'ai d'abord pensé que j'avais quelque chose aux yeux. Ensuite, j'ai compris que je ne pouvais plus lire l'allemand. J'ai fait des essais avec d'autres langues. Tout oublié. 30 juin. Une semaine est passée depuis que j'ai osé me remettre à écrire. Le temps s'écoule comme du sable entre mes doigts. La plupart de mes livres sont trop difficiles pour moi maintenant. Ils me mettent en colère, parce que je sais que je pouvais encore les lire et les comprendre il y a quelques semaines. Je me répète sans arrêt que je dois continuer à écrire ces comptes rendus pour que quelqu'un sache ce qui m'arrive. Mais c'est de plus en plus difficile de former les mots et de me rappeler leur orthographe. Je suis même obligé de chercher les mots simples dans le dictionnaire, et ça m'énerve beaucoup. Le docteur Strauss vient presque tous les jours, mais je lui ai dit que je ne voulais voir ni parler à personne. Ils se sentent coupables. En fait, ils se sentent tous coupables. Je ne reproche rien à personne. Je savais ce qui risquait d'arriver. Mais comme ça fait mal. 7 juillet. Je ne sais pas où est passée la semaine. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je le sais parce que je peux voir par ma fenêtre les gens qui vont à l'église. Je crois que je suis resté au lit toute la semaine, mais je me rappelle que Madame Flynn m'a apporté à manger plusieurs fois. Je me répète tout le temps qu'il faut que je fasse quelque chose, mais après j'oublie. Ou alors, c'est peut-être plus facile de pas faire ce que je dis que je vais faire. Je pense beaucoup à ma mère et à mon père ces jours-ci. J'ai trouvé une photo où je suis avec eux sur une plage. Mon père a un gros ballon sous le bras et ma mère me tient par la main. Je me souviens pas d'eux comme ils sont sur la photo. Tout ce que je me rappelle, c'est que mon père est saoul la plupart du temps et qu'il se dispute avec maman au sujet de l'argent. Il se rasait jamais complètement. Ça me grattait quand il m'embrassait. Ma mère disait qu'il était mort, mais mon cousin Milty disait qu'il avait entendu sa mère et son père dire que mon père était parti avec une autre femme. Quand j'ai questionné ma mère, elle m'a donné une gifle. Elle a dit que mon père était mort. Et je crois pas que j'ai jamais su la vérité, mais ça m'est égal. Une fois, il a dit qu'il allait m'emmener voir des vaches dans une ferme, mais il l'a jamais fait. Il tenait jamais ses promesses. 10 juillet. Ma propriétaire, Madame Flynn, se fait bien du souci pour moi. Elle dit que la façon dont je reste là toute la journée comme ça, sans rien faire, ça lui rappelle son fils avant qu'elle le mette à la porte de chez elle. Elle dit qu'elle n'aime pas les feignants. Si je suis malade, c'est une chose. Mais si je suis un feignant,
c'est autre chose et elle ne veut pas de ça. Je lui ai dit, je crois que je suis malade. J'essaie de lire un peu tous les jours, surtout des histoires, mais des fois je suis obligé de relire plusieurs fois la même chose parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et c'est difficile d'écrire. Je sais que je devrais vérifier tous les mots dans le dictionnaire, mais c'est dur. Et je suis si fatigué tout le temps. J'ai eu l'idée d'employer seulement les mots faciles, au lieu de ceux qui sont longs et difficiles. Ça fait gagner du temps. Je mets des fleurs sur la tombe d'Algernon environ une fois par semaine. Madame Flynn pense que je suis fou de mettre des fleurs sur la tombe d'une souris, mais je lui ai dit qu'Algernon était spécial. 14 juillet. C'est encore dimanche. J'ai plus rien pour m'occuper maintenant parce que ma télévision est cassée et j'ai pas d'argent pour la faire réparer. Je crois que j'ai perdu mon chèque du labo pour ce mois-ci. Je me rappelle plus. J'ai des maux de tête affreux. Et l'aspirine ne me soulage pas beaucoup. Madame Flynn sait que je suis vraiment malade. Elle est très embêtée pour moi. C'est une femme merveilleuse quand quelqu'un est malade. 22 juillet. Madame Flynn a fait venir un docteur bizarre pour m'examiner. Elle avait peur que je meure. J'ai dit au docteur que je n'étais pas trop malade, mais seulement que j'oublie parfois les choses. Il m'a demandé si j'avais des amis ou des parents. J'ai dit non, je n'en ai pas. Je lui ai dit que j'avais eu un ami qui s'appelait Algernon, mais c'était une souris, et on faisait la course tous les deux. Il m'a regardé avec un drôle d'air, comme s'il pensait que j'étais fou. Il a souri quand je lui ai dit que j'avais été un génie. Il me parlait comme si j'étais un bébé. Il a fait un clin d'œil à Madame Flynn. Je me suis mis en colère, et je l'ai mis dehors, parce qu'il se moquait de moi, comme ils le faisaient tous avant. 24 juillet. J'ai plus d'argent. Madame Flynn dit qu'il faut que j'aille travailler quelque part pour payer le loyer parce que je ne l'ai pas payé depuis plus de 2 mois. Je connais pas d'autre travail, à part celui que je faisais à la compagnie de boîtes en plastique Donegan. Je veux pas y retourner parce qu'ils me connaissaient tous quand j'étais intelligent. Et peut-être qu'ils se moqueront de moi. Mais je sais pas quoi faire d'autre pour gagner de l'argent. 25 juillet. Je regardais quelques-uns de mes vieux comptes rendus. Et c'est très marrant, mais je peux pas lire ce que j'ai écrit. Je peux reconnaître certains mots, mais ils ne veulent plus rien dire. Mademoiselle Kenyan est venue à la porte, mais j'ai dit allez-vous-en, je veux pas vous voir. Elle a pleuré et j'ai pleuré aussi. Mais j'ai pas voulu la laisser entrer parce que je voulais pas qu'elle se moque de moi. Je lui ai dit que je l'aimais plus. Je lui ai dit que je voulais plus être intelligent. C'est pas vrai. Je l'aime toujours et je veux être toujours intelligent. Mais j'ai dû dire ça pour qu'elle s'en aille. Elle a donné de l'argent à Madame Flynn pour payer le loyer. Je veux pas de ça. Il faut que je trouve un travail. Par pitié. Par pitié. Faites que je n'oublie pas comment lire et écrire. 27 juillet. Monsieur Donegan était très gentil. Quand je suis revenu lui demander de me rendre mon travail de gardien. D'abord, il était très soupçonneux. Mais je lui ai dit ce qui m'arrivait. Alors, il a eu l'air tout triste et m'a mis sa main sur l'épaule et a dit « Charlie Gordon, tu as 2 crans. » Tout le monde m'a regardé. Quand je suis descendu, que j'ai commencé à travailler aux toilettes, en les nettoyant comme j'avais l'habitude. Je me suis dit « Charlie, s'ils se moquent de toi, faut pas te mettre en colère. Parce que ils sont pas si intelligents que tu le croyais avant. Et puis, c'était tes amis. Et s'ils se moquent de toi, ça veut rien dire, parce qu'ils t'aimaient bien aussi.
un des nouveaux qui sont venus travailler après mon départ a fait une vilaine farce. Il a dit « Charlie, paraît que t'es un vrai champion comme on en voit à la télé. Dis-moi quelque chose d'intelligent. » Ça m'a embêté, mais Joe Carp s'est approché. Il l'a attrapé par la chemise et lui a dit « Fiche-lui la paix, espèce de pauvre minable, ou je te casse la figure. » Je ne pensais pas que Joe prendrait ma défense. Alors, je crois qu'il est vraiment mon copain. Après, Franck Reilly est venu et m'a dit « Charlie, s'il y en a un qui t'embête ou qui essaie de profiter de toi, t'as qu'à nous appeler, moi ou Joe, et on s'en chargera. » J'ai dit « Merci Franck », et j'avais la gorge qui me faisait mal. Alors j'ai dû faire demi-tour et aller dans la réserve pour qu'il me voie pas pleurer. C'est bon d'avoir des amis. 28 juillet. J'ai fait une chose idiote aujourd'hui. J'ai oublié que j'étais plus dans la classe de Mademoiselle Kinyan, au centre pour adultes comme dans le temps. Je suis entré, j'étais m'asseoir à mon ancienne place au fond de la classe. Et elle m'a regardé drôlement et elle a dit « Charles ». Je me rappelle pas l'avoir entendu m'appeler comme ça avant. Seulement Charlie. Alors, j'ai dit « Bonjour, mademoiselle Kinyan. Je suis prêt pour ma leçon aujourd'hui, mais j'ai perdu le livre de lecture que j'avais. » Elle s'est mise à pleurer, elle est sortie de la classe en courant. Et tout le monde m'a regardé. Et j'ai vu que ce n'étaient pas les mêmes élèves qu'avant. Alors, tout d'un coup, je me suis souvenu de quelque chose sur l'opération. Et comment j'étais devenu intelligent. Et j'ai dit, bon sang de bois. J'ai vraiment fait mon Charlie Gordon cette fois. Ah, je suis parti avant qu'elle revienne dans la classe. C'est pour ça que je pars de New York, pour de bon. Je veux plus jamais refaire quelque chose comme ça. Je veux pas que mademoiselle Kinyan ait pitié de moi. Tout le monde me plaint à l'usine. Je veux pas de ça non plus. Alors, je vais dans un endroit où personne sait que Charlie Gordon est un génie, que maintenant, il sait même plus lire un livre ou écrire comme il faut. J'emporte 2 livres avec moi. Et même si je peux pas les lire, j'essaierai très fort. Et peut-être que j'oublierai pas tout ce que j'aurai appris. Si j'essaie vraiment fort, peut-être que je serai un peu plus intelligent qu'avant l'opération. Ah, j'ai ma patte de lapin et ma pièce porte-bonheur, peut-être que ça m'aidera. Si jamais vous lisez ces lignes un jour, mademoiselle Kinyan, me plaignez pas. Je suis content d'avoir eu une deuxième chance d'être intelligent parce que j'ai appris plein de choses que je savais même pas qu'elles existaient avant. Et je suis heureux d'avoir vu tout ça un petit moment. Je sais pas pourquoi je suis bête comme avant, ou ce que j'ai fait de mal. Peut-être que c'est parce que j'ai pas fait assez d'efforts. Mais si j'essaye, et si je m'exerce beaucoup, peut-être que je deviendrai un peu plus intelligent, et que je saurai ce que ça veut dire, tous ces mots. Je me rappelle un peu, comme j'étais content quand je lisais le livre bleu avec la couverture déchirée. C'est pour ça que je vais continuer à essayer de devenir intelligent, pour avoir encore cette impression. C'est une impression super de savoir des choses et d'être intelligent. Je voudrais l'avoir maintenant, que ça, je m'assoirai et je lirai tout le temps. En tout cas, je parie que je suis la première personne bête au monde qui a trouvé quelque chose d'important pour la science. Je me rappelle que j'ai fait quelque chose, mais je sais plus quoi.
Alors, je crois que c'est comme si je l'avais fait pour tous les gens bêtes comme moi. Adieu, mademoiselle Quignan et docteur Strauss et tout le monde. Et PS, s'il vous plaît, dites au docteur Nemur de pas râler autant quand les gens se moquent de lui. Et comme ça, il aura plus d'amis. C'est facile d'avoir des amis. Ça laisse les gens rire de vous. Je vais avoir des tas d'amis là où je vais aller. PPS, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion, mettez des fleurs sur la tombe d'Algernon dans le jardin.